débat avec vous sur Sud Radio, avec aujourd'hui Judith Weintraub. Bonjour Judith, grand reporter au Figaro Magazine. Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Bonjour Frédéric, bonjour, on va parler avec vous de ce bonne année. Effectivement, c'est la première fois que vous revenez les uns et les autres. Frédéric Dabi, donc on va parler avec vous du rolling quotidien qu'on va retrouver à 17h tous les soirs dans Les Vraies Voix, également en collaboration avec LCI et Paris Match, absolument. Virginie Leguet, journaliste, bonjour, éditorialiste politique, et Lucas Véran, bonjour, étudiant et adjoint au maire de Neuilly. Bonjour à vous. On va analyser ce premier rolling IFOP fiducial. On va revenir sur ce nouveau protocole dans les écoles. Je disais tout à l'heure pendant le zapping de Gilles, j'ai entendu un directeur d'établissement dire qu'on en était au 50e protocole. 50e protocole depuis le début de la pandémie. Et puis Emmanuel Macron qui s'empare du sujet sécurité. On commence avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Commençons avec peut-être vous, Frédéric Dabi. C'est ni un coup de cœur ni un coup de gueule, c'est un anniversaire. On est le 11 janvier 2022. C'est les 7 ans de cette marche après l'attentat de Charlie, l'assassinat de Clarissa Philippe et l'attentat contre l'hypercachère. 11 janvier 2015, la France paraissait très unie, des chefs d'État dans tout le pays, un moment de communion nationale. Bon, tout le monde sait ce qu'il faisait le 11 janvier. Moi, j'étais à 10 000 km de Paris. C'était extrêmement étrange d'être au bout du monde et de voir que Paris était le centre du monde. Non, ce qui me frappe, c'est à quel point la période a changé. On applaudissait la police. Maintenant, il y a un rapport compliqué d'une partie de la population, une partie des politiques, même dans la gauche de la gauche avec la police. Les Français se sont écharnés. On n'a pas fait notre enquête pour le printemps républicain, mais il y a un an, on avait presque un gros tiers des Français qui ne se sentaient pas Charlie. Et puis, on a... bien sûr, ça ne se compare pas. On a une opinion que je trouve extrêmement... fracturé, quel que soit le sujet. Prenons un exemple de l'actualité récente, l'enquête pour le Figaro sur l'intention de vote présidentielle. Mais il y avait une question sur le pass vaccinal. Alors, sur le papier, on a une majorité très nette de Français qui y sont favorables, mais on a une part de tout à fait opposée, une part de tout à fait favorable, extrêmement important. On n'a pas, comme dans nos questions traditionnelles, les Français qui se positionnent sur une position médiane, plutôt d'accord, plutôt favorable, plutôt opposé. Voilà. On est une vraie radicalité. Je quitte peut-être la question du 11 janvier, mais on est aussi dans un moment très particulier. Traditionnellement, 3 mois avant une campagne présidentielle, il n'y a quasiment plus de conflits sociaux d'envergure, puisqu'on sait que le réceptacle du mécontentement, du soutien, de l'envie de sanctionner, c'est le vote. Dans un contexte où on est sur une logique de vanité parfois du vote, voter c'est vain, voter à quoi ça sert, on se prépare peut-être une abstention historique le 10 avril prochain, je ne le souhaite pas, mais c'est un risque tout à fait probable. On a cette tension, cette opinion inflammable, bien loin de ce qui a été appelé l'esprit Charlie, l'esprit de la manifestation du 11 janvier. Oui, on a un peu évoqué cette ambiance hier avec ce qui s'est passé après Saint-Pierre-et-Miquelon sur les violences, mais surtout aussi... moins violent, mais le tweet, la décation de Fabien Roussel sur la gastronomie. Il s'est fait agonir d'injures pour quelque chose qui est... On est devenu... Il y a une sorte de psychose. Oui, alors Fabien Roussel, c'est encore un autre sujet. Hein. En fait, il a été attaqué pour avoir défendu le droit de tout le monde, quel que soit son revenu, à profiter de la gastronomie française. Et c'est le mot française qui a mis le feu aux poudres. Sergio Coronado, qui est un ancien député vert, a tweeté « Je suis végétarien, j'espère que je ne suis pas anti-France ». Donc il y a vraiment... Mais vous vouliez réagir à ce que disait Frédéric sur la fracturation mais vous me posez deux questions en même temps, donc je ne les prends pas en travers. C'est logique. Par rapport, Frédéric a tout à fait raison dans son analyse, bien sûr, et comme d'habitude, à un détail près. La France unie qui défilait le 11 janvier pour protester contre les attentats et pour montrer sa solidarité n'était pas unie déjà. Et déjà, les mauvais esprits dont je suis avaient remarqué que c'était pas toute la France qui défilait, que une partie de la France des banlieues, je dis pas toutes les banlieues, n'étaient pas là. On l'a vu d'ailleurs dans les écoles au moment des hommages et des minutes de silence. Il y a eu déjà
des protestations, des troubles, et ça a été quasiment pas pris en compte par les politiques. Macron lui-même a attendu la deuxième moitié bien entamée de son quinquennat pour engager la lutte contre le séparatisme. Donc c'est un réveil extrêmement tardif, mais tous les éléments de la situation actuelle étaient déjà présents à l'époque. Oui, on a Olivier qui nous dit Twitter n'est pas Charlie. En tout cas, il suffit de tweeter sur la viande et le fromage pour déclencher une tempête de gauche anti-France. Je vais peut-être, Virginie, réagir à ce que disait Frédéric. Oui, alors Frédéric y a fait allusion rapidement, mais moi c'est peut-être une des choses qui me frappe le plus depuis quelques années. Il a parlé de la responsabilité d'une partie de la classe politique et notamment de l'extrême gauche. Et moi je suis très frappée des propos très radicaux, très violents, très excessifs de la France Insoumise, notamment pour ne pas la citer, à propos de la police. Enfin, il me semble que là, la radicalité des opinions françaises, puisque maintenant on ne peut plus parler d'une opinion majoritaire, mais d'opinions extrêmement fracturées, elle a aussi été induite par une violence dans le langage politique qui n'a cessé d'augmenter. Et alors là, je fais peut-être un petit pas de côté, mais moi, il me semble que les emmerdés d'Emmanuel Macron procèdent exactement de ce système. C'est-à-dire qu'un président de la République qui se permet de répéter, je crois, à 3 reprises qu'il a envie d'emmerder les gens qui ne sont pas vaccinés. Oui, c'est ça, c'est ce que je dis. Moi, ça me semble délirant. Ça me semble délirant. On peut considérer irresponsable. Oui, surtout dans un pays où la violence est si forte, surtout dans un moment où les élus de la majorité comme des oppositions, d'ailleurs, disent que leur maison personnelle, leur permanence sont attaquées, taguées. Oui, d'accord. Mais les Français entendent ce discours qui devient parfois totalement irresponsable, comme dirait Judith. Moi, je dirais totalement excessif et très clientéliste. Et j'ai parlé de la France Insoumise, mais je pourrais parler de la gauche en général, qui s'est occupée, d'abord, on le voit là, qui est extrêmement divisé, mais qui s'est occupé chacun de son petit secteur d'électeurs, sans se soucier du bien commun et de l'intérêt général, et qui a fait une politique aussi clientéliste, et qui a fracturé, elle aussi, l'électorat, en ayant des discours assez, violents, radicaux et excessifs. Bon, on va en reparler, je vous donnerai la parole, Lucas. On est obligé de marquer une pause, parce que c'est l'heure des infos, il est bientôt 11h sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio, avec Lucas Véran, étudiant et adjoint au maire de Neuilly, Virginie Leguet, journaliste éditorialiste politique, Frédéric Dabi, directeur général de l'IFOP. Votre dernier livre, La fracture, est paru aux éditions Les Arènes. Et cette fracture, on en parlait justement avec vous. Et Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine. On va revenir sur le premier Rolling, ce qu'on appelle Rolling, c'est-à-dire c'est un sondage quotidien sur l'état de l'opinion en matière d'intention de vote. On va en parler avec vous. On va parler peut-être du nouveau protocole dans les écoles, Emmanuel Macron qui parle de la sécurité, et puis les parrainages qui ressurgissent dans le débat politique, même s'ils n'ont jamais été, même si on en a parlé depuis, on en parle depuis un petit moment. Peut-être Lucas Véran, si vous vouliez réagir à ce que disait Frédéric Dabi. Il a évoqué ce 11 janvier, effectivement, 2015, et le chemin et l'état de l'opinion aujourd'hui. Tout à fait. En fait, ce que je trouve aussi intéressant, c'est de mettre en lumière et en perspective l'adoption de plus en plus massive des réseaux sociaux. Et donc, avec eux, de leur algorithme de recommandation, avec finalement une polarisation, et Virginie l'a rappelé avec les propos du chef de l'État et globalement de l'état de la société, une polarisation des opinions. Et on se rend compte finalement que la manière de consommer l'information qui aujourd'hui se fait principalement pour toute une partie de la population sur ces réseaux sociaux où ils sont exposés finalement à des contenus avec lesquels ils sont d'accord ou avec lesquels ils sont très fortement en désaccord, mais où il n'y a pas de mesure, et bien effectivement cela crée de la fracture, pour paraphraser le titre du livre de Frédéric Dabi. Est-ce que les réseaux sociaux représentent vraiment une majorité de la population ou des minorités agissantes très efficaces qui sont très actifs sur les réseaux sociaux? Alors, ceux qui sont actifs, effectivement, ça peut être des minorités agissantes. Néanmoins, de plus en plus, et là, on peut parler vraiment de masse très importante. Facebook, c'est 40 millions d'utilisateurs, de gens qui viennent se nourrir de l'information qu'il y a sur les réseaux sociaux pour se forger leur avis. Eh bien, ça, c'est de plus en plus massif. Et quand on voit, par exemple, le mouvement des Gilets jaunes, celui des antivax, on voit finalement la caisse de résonance qu'ont les réseaux sociaux dans la formulation et le partage finalement de parfois de fausses informations ou des théories du complot. Et je pense que c'est vraiment pas à minorer de mettre en perspective
perspective ces deux éléments, les algorithmes de recommandation des réseaux sociaux et l'émergence, la polarisation, parce que on parle de la France fracturée, mais finalement, quand vous regardez aux États-Unis, le gap moyen, le gap médian entre la position républicaine et la position démocrate, il s'est creusé de plus en plus d'année en année avec, en parallèle, l'émergence des réseaux sociaux. Et je pense que c'est un phénomène qui traverse toutes les nations occidentales. Pour le coup, cette polarisation autour du camp du bien, du cercle de la raison, et puis des affreux fous dont certains nous disent qu'ils sont effectivement prêts à les emmerder jusqu'au bout. Allez, on va votre coup de cœur, Lucas. On va avancer un petit peu dans le débat. Lucas, vous, c'est un coup de cœur fait le lien. Oui. On cherche souvent des alternatives aux GAFAM. On dit souvent il faut taxer les GAFAM. Bon, et alors moi je me disais, plutôt que de toujours chercher la sanction fiscale ou le rehaussement de la fiscalité, pourquoi pas promouvoir des initiatives alternatives. Et je vous en propose une qui est YouCare, un moteur de recherche effectivement, qui reverse plus de la moitié de son chiffre d'affaires sur des initiatives. Alors, les fondateurs, par exemple, ont permis, grâce à ce mécanique-là, de délivrer plus d'1,6 million repas pour les animaux qui sont dans des refuges. Il y a plein d'autres initiatives. Donc, YouCare, et c'est disponible. Il y a déjà 1 million d'utilisateurs uniques et 700 millions de recherches mensuelles. Et c'est par ces initiatives-là aussi qu'on peut peut-être sortir de ces outils qui, finalement, n'est plus créateur de valeur pour le plus grand nombre. C'est une bonne, c'est en tout cas une très bonne initiative. YouCare. Judith Weintraub, c'est un coup de gueule. Oui, alors accrochez-vous parce que je vous emmène dans un monde compliqué, le monde compliqué des néo-féministes. Un collectif de femmes bénévoles compte depuis 2016 les meurtres de femmes par conjoint ou ex-conjoint. Et ils ont profité notamment du relais que leur a donné sur les réseaux sociaux précisément Caroline de Haas, néo-féministe bien connue, et son mouvement Nous Toutes. Sauf qu'elle a décidé d'arrêter de relayer ces informations en reprochant au collectif en question de ne pas prendre en compte les meurtres de femmes transgenres. Or, il n'y en a pas. C'est embêtant pour une accusation aussi grave. Il n'y en a pas. Alors, ça pourrait être juste parfaitement ridicule, mais c'est aussi une dimension entrepreneuriale, puisque Caroline de Haas gagne sa vie avec une société qui s'appelle EGAE. Et EGAE, qui bénéficie de subsides publics, en fait, dispense des formations dans les organismes publics, des formations à l'égalité, à la diversité, etc. Et quel rapport avec les féminicides ? Le rapport, c'est que pour que son entreprise marche de mieux en mieux, elle marche déjà très bien, il faut qu'elle prenne la main sur ce marché. Donc qu'elle agrandisse tout le temps sa clientèle. Oui, mais là, je ne vois pas en quoi le fait de refuser de compter le nombre de femmes de féminicides va augmenter sa clientèle pour toucher les transgenres. Évidemment. Oui, mais enfin, elle délégitime une association à peu de frais. C'est une lutte d'influence. Ouais, c'est ça. Voilà. Au nom de la défense des femmes, voilà ce que Caroline de Haas fait, associée en l'occurrence au planning familial, qui a complètement dévié de ses buts originels, qui était de défendre les femmes, de les aider dans les situations compliquées. Je rappelle que parmi les hauts faits du planning familial, il y a par exemple d'écrire, je pense à une brochure du planning familial des Bouches-du-Rhône, pour expliquer les règles, que les règles interviennent vers 16 ans chez les personnes dotées d'un utérus, parce que le planning familial ne parle plus de femmes. Ou alors à Grenoble, le planning familial défend les femmes voilées au nom de la liberté des femmes. Une dérive de plus dans la fabrication des opinions publiques. Oui, mais et le planning et toutes ces associations entrent, je le rappelle, dans nos écoles. J'avais fait une enquête sur le sujet avec Nadjet Cherigui dans le Figaro Magazine, et font du lavage de cerveau, le tout avec l'argent des contribuables. Virginie Leguet, un coup de gueule.
Oui, un coup même de sidération. Contre une personne dotée d'un utérus, non, pardon. Je suis tout à fait étonnée, pour ne pas dire stupéfaite, du début de parcours que fait Valérie Pécresse depuis son investiture à la primaire. Elle a gagné la primaire. Ça veut dire quelque chose de gagner une primaire. Ça veut dire que désormais, elle est candidate à l'élection présidentielle. Elle n'est pas tributaire, comme elle semble l'être depuis quelques semaines, des uns ou des autres. Si j'ai un conseil, et peut-être je n'ai pas à le faire, mais à dire à Valérie Pécresse, c'est que le rebond qu'elle a eu dans les sondages après son investiture traduisait une forte attente d'un électorat de droite qui se disait, tiens, enfin, on a quelqu'un, la droite existe peut-être, après avoir été un peu absente du débat public depuis le début du quinquennat de Macron, elle reprend un peu du poil de la bête, cette droite, et nous, on a envie d'y croire. Mais Valérie Pécresse, depuis, me semble totalement sujette aux grands élus du parti, totalement incapable de tracer sa route. Il faut qu'elle brise ses chaînes, Valérie Pécresse. Il faut qu'elle s'affranchisse de tout ça et qu'elle parle non seulement pas à l'intérieur de son parti, dont finalement on connaît les divisions depuis le début et dont on se fiche maintenant, mais qu'elle parle aux Français. Or, il me semble que depuis quelques semaines, elle est strictement incapable de faire ça. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas ce qui se passe, si elle est bridée, si elle est intimidée, si elle n'arrive pas à prendre l'espace qu'elle devrait prendre. Mais moi, j'attends de toute candidat, elle comme les autres, qu'elle commence à faire un récit, qu'elle raconte pourquoi elle est candidate, ce qu'elle veut pour le pays, pour la France, et qu'elle arrête de godiller entre le centre-gauche. Elle peut le faire, enfin pardon, elle n'est pas candidate à la présidence de LR, elle est candidate à l'élection républicaine. Et là, il me semble qu'elle se comporte comme une petite fille, intimidée par ses parrains, par les aînés, par l'autorité des uns ou des autres, mais que c'est pas le propos en fait. Qu'elle y aille, qu'elle commence à cravacher son cheval et à montrer ce qu'elle a dans le ventre. Et personnellement, je suis un peu surprise de du peu d'envergure qu'elle a, du peu d'espace qu'elle a pris. C'est le constat qu'on a fait un petit peu hors antenne avant que l'émission ne commence, où je vous ai dit, je la trouve particulièrement nulle. Oui, puis les propositions qu'elle a faites. Je dis très cash, mais... Franchement, elle a un directeur de campagne qui est pourtant très expérimenté, Patrick Stefanini. Et les propositions qu'elle a faites, franchement, sont ineptes. Dire, comme elle l'a dit, en décembre ou en novembre, moi, je vais débattre qu'avec des gens qui ont leur signature. Personne n'a ces signatures aujourd'hui. Ce ne sont que des promesses de signature. Et la seule qui, soi-disant, les a, c'est Anne Hidalgo. Donc, qu'est-ce qu'elle voulait débattre avec Anne Hidalgo pendant 2 mois? On va demander à nos camarades. Non, mais voilà, je voulais juste donner un exemple de l'inanité de parfois de certains de ses propos. Alors, c'est un coup de gueule qui porte bien son nom, déjà, on peut dire. Non, j'entends ce que dit Virginie. Il y a beaucoup de choses que je trouve justes. C'est vrai qu'il y a eu un effet désignation de cette primaire qui était une... Oui, de cette élection, vous avez tout à fait raison, pas de langage religieux, laïcité, puisque c'était pas une primaire, c'était un congrès fermé. Pour autant, il y a eu un effet victoire qui a été particulièrement intéressant. Là, c'est vrai qu'il y a une vraie érosion. Il y a plusieurs choses. Il y a des choses qui sont extérieures à Valérie Pécresse. Valérie Pécresse, déjà, on est au début de la campagne et construire un récit, une relation avec les Français, ça va se faire tout au long de la campagne. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore la cote d'alerte, mais il y a des éléments, je dirais, d'inquiétude. Ce qui me frappe, c'est que pour l'instant, Valérie Pécresse n'arrive pas, je le dis peut-être plus un peu différemment de Virginie, mais je le pense aussi, à créer une marque Pécresse. Lorsqu'elle dit « je suis 2 tiers Merkel, 1 tiers Thatcher », lorsque... Oui, elle est pas sous la coupe, on la connaît, c'est quelqu'un qui a une vraie personnalité, LR. Éric Ciotti, elle fait parler longuement Gérard Larcher avant elle. Il faut qu'elle crée une relation directe avec les Français. Je dirais que le contexte Covid qui fiche des choses ne rend pas, pour aucun candidat autre qu'Emmanuel Macron, qui n'est pas candidat comme vous le savez, rend les choses difficiles. Et voilà. Et puis, en dehors de Valérie Pécresse, quand on regarde, je vais venir sur notre premier rolling, sa structure électorale, qui va bien sûr être affinée, puisque comme on interroge tous les jours 500 personnes, on va bientôt avoir des très gros échantillons, a une structure que je qualifierais un peu rapidement de copier-coller Fillon 2017, voire Sarkozy 2012. C'est là à 20%, chapeau. Non, ce que je veux dire, c'est que comme les candidats de droite par le passé à la présidentielle, il y a des manques qui sont très préjudiciables si on veut gagner une élection présidentielle. Les jeunes des catégories populaires, mais également des salariés. Les salariés de la France du travail. Rappelez-vous la phrase de Malraux, le gaullisme c'est le métro aux heures de pointe, il l'avait dit, quelque chose comme ça. Quand on est à moins de 10 chez les salariés, c'est un vrai problème. Maintenant,
pour la défendre. La campagne commence à peine. Le contexte Covid rend les choses très très compliquées. Mais elle a le premier tour a lieu le 10 avril. Oui, bien sûr. On doit marquer une petite pause, mais on va en reparler dans un petit instant. Je vous donne la parole, Judith, et puis également à Lucas Véran dans un instant. À tout de suite. On est ensemble jusqu'à midi. Moi, j'aime bien quand on part sur des sujets comme ça qui n'étaient pas forcément prévus. Valérie Pécresse, donc, a subi les foudres de Virginie Leguet. Doublé de sidération. Alors, Judith et après Lucas Véran, vous en pensez quoi, vous qui avez longtemps été journaliste politique. Journaliste politique, je le suis toujours, mais en plus rubricard, c'est-à-dire que je suivais la droite, donc je l'avais très bien. Au-delà des éléments de stratégie immédiate, moi, il me semble qu'elle a 2 écueils qu'elle n'arrive pas à surmonter. Le premier, c'est qu'elle doit prouver qu'elle n'est pas Macron. Or, elle a commis une faute originelle quand elle a déclaré sa candidature. Rappelez-vous, dans son discours en août, elle a dit « Macron n'est qu'une pâle copie de la droite ». Donc déjà là, elle prêtait le flanc à ce qui est le meilleur argument de ses opposants, que ce soit Éric Zemmour, Marine Le Pen ou qui que ce soit d'autre. Deuxième écueil, arriver à démontrer ou à convaincre les gens qu'elle ferait, si elle était élue, ce que les gouvernements auxquels elle a appartenu et à des places éminentes n'ont jamais fait. Et de ce point de vue-là, reprendre la formule du Karcher est à mon avis une maladresse, non pas parce que c'est choquant ou quoi que ce soit, ou même raciste, comme a cru intelligent de le dire Jean-Michel Apathy sous prétexte que le Karcher ça blanchit. Donc il a dit le Karcher ça blanchit, sauf que quand on passe le Karcher sur un sol gris, il reste gris, il devient pas blanc. Donc le problème n'est pas celui-là, le problème du Karcher, c'est que ça symbolise aujourd'hui les promesses non tenues de Nicolas Sarkozy. Il n'a pas débarrassé les quartiers de la minorité de racailles qui pourrit la vie des braves gens qui y sont tous les jours. Bien sûr. Lucas Véran. Oui, moi, vous nous trouvez sévère ? Oui, je vous trouve objectivement sévère. Il faut voir d'où part Valérie Pécresse. Je suis conscient de la marche qu'il y a à faire et de la montagne qui se présente devant elle. Mais il y a un an, si on s'était dit que Valérie Pécresse serait la candidate à l'élection présidentielle, peu en étaient persuadés. Je trouve qu'elle est extrêmement méthodique, extrêmement organisée. Il lui manque effectivement un souffle, et ça, c'est vrai. Mais je trouve que stratégiquement, il y a aussi une erreur, et peut-être Virginie l'a souligné en sous-texte, c'est que finalement, elle est prisonnière en partie d'Éric Ciotti qui a fait 40... C'est du texte. Elle était effectivement, elle donne l'impression d'être un peu prisonnière d'Éric Ciotti qui a fait 40% au second tour. Or, le vrai enjeu, selon moi, de Valérie Pécresse, c'est effectivement certainement d'endiguer le phénomène Zemmour et de garder ces électeurs-là, mais c'est aussi de récupérer tous ceux qui sont partis de la maison et qui peuvent être tentés d'y revenir, à savoir ceux qui sont partis chez Macron. Et aujourd'hui, ils sont très nombreux à Neuilly, qui correspond à une cible sociologique intéressante pour Valérie Pécresse. Il faut qu'elle donne des gages de réassurance sur le terrain économique qui permettent effectivement à ces électeurs-là de se dire Valérie Pécresse est la bonne candidate. Or, pour l'instant, il n'y a pas cet effet-là. On parle beaucoup de sécurité, mais quid du déficit du commerce extérieur, quid de l'ensemble de ces éléments-là qui peuvent davantage parler à une population qui s'intéresse aussi au sujet de globalisation, au sujet économique, et pour l'instant, elle n'en fait pas son sujet majeur, donc c'est à voir pour la suite. Allez, je voudrais qu'on passe à l'analyse donc du premier rolling IFOP fiducial Sud Radio qui est paru premier publié hier, peut-être qui va nous dresser un premier tableau du paysage politique aujourd'hui et des différentes intentions de vote. Frédéric Dabi, oui, je voudrais 3 enseignements pour pas faire trop long. Premièrement, le président sortant en pôle position à un niveau élevé, c'est le premier président se représentant depuis François Mitterrand en 88 qui a un score d'intention de vote supérieur à son socle de son élection. Il avait fait 24%, il est autour de 27%, il relègue à plus de 10 points les autres candidats. Deuxième élément, et c'est fait le lien avec nos débuts d'échange, l'évaporation de la gauche. Le total gauche continue de baisser, il était à 26-27 avant les vacances, il est à 24%. Jamais on a eu une gauche aussi basse à l'élection présidentielle. On en a un peu parlé ensemble, la gauche
parle plus aux Français, ne parle qu'à elle-même, se déchire sur des débats qui n'intéressent absolument pas ou qui apparaissent prime-sautiers ou complètement dérisoires. Ce qui est très frappant, c'est que quand on pose la question classique d'indicateur sur le positionnement des Français sur un axe gauche-droite, on a 44% des Français qui se placent très à gauche, au centre-gauche. La traduction, Valérie, électorale, c'est 23,5%, 24%. Où sont-ils? Dans l'abstention, chez Emmanuel Macron, une partie même chez Zemmour, Marine Le Pen, ou comme je l'ai dit, chez Emmanuel Macron. Troisième enseignement, il y a une incertitude sur la place aujourd'hui. Un sondage n'est pas une prédiction. J'espère qu'on fera une émission pédagogique sur la place des sondages et leurs limites, comme on l'a fait à d'autres élections. Deux choses sur la deuxième place. Une incertitude, avantage Marine Le Pen, mais lors du premier rolling 2017, elle était à 24%. Elle était en tête. Là, elle est à 17,5%. Ouais. Et incertitude sur l'ordre d'arrivée, dans un contexte où le ticket d'entrée pour le second tour est très bas. Il n'avait jamais été aussi bas depuis le 21 avril 2002, où Jean-Marie Le Pen était passé avec 17%. Beaucoup de défiance de nos auditeurs sur les sondages, évidemment. Surtout quand ils sont mauvais pour leurs candidats. Voilà, mais beaucoup s'interrogent sur les 27% d'Emmanuel Macron, en disant que c'est un chiffre qui visiblement bouge assez peu, qui est élevé, alors qu'on entend... bon, alors c'est devenu sur les plateaux de télé, effectivement, de la grogne, on voit des Français mécontents. Donc comment il peut être à 27% encore aujourd'hui? Ouais, mais je ne vais pas vous répondre pour dire ce chiffre est vrai, ce chiffre est faux. Ça fait maintenant une vraie continuité. On va diffuser dans quelques minutes le baromètre IFOP fiducial pour Sud Radio et Match, où on verra que sa cote de popularité reste stable. C'est un président impopulaire, minoritaire. Il a, depuis janvier 2018, une majorité de mauvaises opinions ou de mécontentement, si on prend le JDD ou Paris Match, mais il a un socle électoral qui tient. Et notamment le fait que il a une équation électorale qui est toujours la même. Il arrive à rassembler 3/4 de son électorat de 2017. Ouais. Jamais Nicolas Sarkozy, sauf en fin de campagne en 2012, et jamais François Hollande ont réussi à faire revenir leur socle électoral. Et puis il arrive toujours, de fait de ce positionnement central, à capter le soutien d'électeurs de gauche. On sait pourquoi. Il y a le quoi qu'il en coûte, il n'y a pas de réceptacle, il y a une déception pour la gauche. Et puis, malgré la désignation de Valérie Pécresse, LR a une championne. Pourtant, on a, en gros, dans cette enquête, un électeur Fillon sur 5, ça fait 4 points, qui choisirait Emmanuel Macron. Ouais. Virginie? Oui, alors on a déjà eu souvent ce débat avec Frédéric Dabi, mais moi je m'interroge aussi sur les électeurs qui disent à ce stade, je ne sais pas pour qui je vais voter. Donc ça ne fait pas tout à fait non plus un résultat aussi impressionnant que ce que vous le dites. Et autre interrogation, oui, Emmanuel Macron a un socle important, mais quid des abstentionnistes qui pour l'instant semblent un peu ailleurs, hors du spectre? Est-ce que ces abstentionnistes-là sont des abstentionnistes calmes et silencieux, ou est-ce que ce sont des gens en colère qui vont se dire dans 3 mois, parce que là on est à 3 mois pile, je vais pouvoir aller voter, je vais me dire ce que je pense. Donc est-ce que cette fausse est-ce que ce sondage n'est pas de la fausse assurance ou de la fausse réassurance? C'est une question, pardonnez-moi Frédéric. Bien sûr ma chère Virginie, mais si vous prenez un sondage pour une prédiction, ce n'est pas une prédiction, c'est pas une prophétie. L'abstention, on est dans un cycle abstentionniste jamais vu sous la Ve République. Il y a tous les risques ou les malchances que le record du 20 avril 2002 soit battu, 28% d'abstention. Aujourd'hui, quand même, on a dans cette enquête, IFOP fiducial pour LCI Match et Sud Radio, nous avons travaillé sur les personnes qui déclaraient un vote. Ceux qui ne déclarent pas de vote, on ne peut pas inventer leur vote. En tout cas, moi je suis frappé par la stabilité du socle d'Emmanuel Macron. Et puis, il n'y a pas de règle. 81, Giscard se déclare, il chute lourdement. 2012, Sarkozy se déclare, il progresse. Il était déjà en dynamique. François Mitterrand s'était légèrement érodé. Donc ceux qui disent de manière un peu péremptoire, ce n'est pas vous. Ah, mais dès qu'il se déclarera, la baudruche se dégonflera. On ne sait pas, on ne sait rien. Ouais. Lucas Véran, sur ce qu'on vient de dire. Moi, j'ai trouvé très intéressant les propos de Frédéric quand il disait finalement combien de Français se décrivaient de gauche, 44% si je ne m'abuse, et le mettre en perspective avec les intentions de vote d'Emmanuel Macron. Je pense objectivement qu'une faiblesse originelle de la gauche de gouvernement, enfin plus de gouvernement maintenant, mais les micro-chapelles que sont devenus le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts, c'est d'avoir tellement tapé sur Macron, d'avoir dit c'est le président de la droite, alors qu'en fait, une bonne partie de ces électeurs de gauche, finalement, se reconnaissent dans une grande partie du discours d'Emmanuel Macron. Et je pense que
les héritiers de François Hollande, finalement ceux qui sont attachés à une certaine idée de la social-démocratie, aujourd'hui embrassent sans doute à nouveau la candidature d'Emmanuel Macron. Et quand on regarde parfois la décomposition sur la popularité, finalement l'appréciation par parti, les électeurs de gauche, par exemple du Parti socialiste et d'Europe Écologie Les Verts, sont parfois très bienveillants à l'égard du chef de l'État, là où les Républicains sont beaucoup plus critiques. Donc je pense que le discours qui a été souvent de dire Macron et Virginie le rappelait est-ce que c'est une pâle copie ou Judith pardon est-ce que c'est une pâle copie de la droite, en fait je pense que ça a été une erreur d'analyse. À propos de Valérie Pécresse. Non, c'est Valérie Pécresse voilà, qui l'a dit. Oui, c'est ça. Tout à fait. Judith qui a rappelé le propos de Valérie Pécresse qui disait que Macron était une pâle copie de la droite. En réalité, selon moi, ça serait plus une pâle copie de la gauche, et aujourd'hui son électorat trouve davantage sa source dans l'électorat Hollande de 2012 que dans l'électorat Fillon de 2017. Alors, on va continuer cette discussion avec vous sur Sud Radio dans un instant. On marque une toute petite pause. À tout de suite. Les débats avec vous, on évoque le premier sondage quotidien que vous allez retrouver tous les jours sur Sud Radio à partir de 17h, également sur LCI et sur le site de Paris Match. Une petite question, Frédéric, que nos auditeurs défiants se posent, c'est qui paye ces sondages? Est-ce que vous les envoyez à l'Élysée? Comment ça se passe? Ce sondage, ce rolling qu'on a mis en place dès 2012 est payé par ses commanditaires. Fiducial, qui est notre partenaire, Sud Radio, qui fait partie du groupe Fiducial, Paris Match et TF1 LCI. Et comme ce sondage a vocation à être publié, c'est pas un sondage confidentiel que peuvent nous commander une ville, un ministère, un parti ou une entreprise. Quelques minutes avant sa sortie, il est envoyé par l'IFOP à toute une liste, aux agences de presse, et une liste de candidats à la présidentielle, de politique. Tous les partis reçoivent notre rolling. D'accord. Voilà. Et c'est vraiment un protocole qu'on a établi avec le rolling dès 2012. Vous n'êtes pas vendu, comme on vous dit souvent, aux uns ou aux autres. Oui, je ne vais pas sortir la blague de Coluche. La gauche est achetée par Moscou et la droite est achetée par la fenêtre. Mais les instituts de sondage en France sont indépendants, sont des instituts privés, et ils travaillent pour tous les candidats et pour tous les partis et pour tout type de journaux. C'est un des reflets de notre indépendance. Oui. Et notre travail, bien sûr, je finis, est contrôlé par la commission des sondages. C'est la France avec l'Italie sont les seuls pays européens où il y a un organe de contrôle et de régulation de nos enquêtes. Si une enquête ne paraît pas dans les clous, si une enquête travestit la réalité, nous sommes sanctionnés par la commission des sondages. Oui. Les sondages que vous publiez, ils représentent en plus une très faible part de votre chiffre d'affaires, non par rapport à... L'électoral compte moins que le marketing, mais l'opinion, l'IFOP s'appelle l'Institut français d'opinion publique, est une partie importante de l'activité de l'IFOP. Est-ce que les panels sont payés? Les panélistes sont dédommagés. En gros, remplir le rolling rapporte en gros 5 à 10 centimes. D'accord, 5 à 10 centimes. C'est un paiement, c'est un dédommagement pour le temps passé. Un dédommagement, parce que ce sont les mêmes personnes qui sont interrogées? Non, c'est pas un panel, c'est un échantillon. D'accord. Pour reprendre ce qu'on a fait, c'est un échantillon glissant, interrogé par tiers, et le tiers le plus ancien est enlevé. Donc il y aura pas, c'est ça qui est intéressant, il y aura pas d'évolution très forte d'une vague quotidienne à l'autre. Quand on regarde l'histoire du rolling, il n'y a eu que 2 moments où il y a eu des évolutions très fortes. Quand Bayrou a soutenu Emmanuel Macron et quand Marine Le Pen a un peu raté son débat d'entre-deux-tours, il y a eu des évolutions très fortes. Là, on a des évolutions douces. Quand on dit qu'un sondage, c'est une succession de photos, un rolling, c'est plus, on essaye modestement de restituer le film de la campagne, puisque tous les jours, nous interrogeons des Français, y compris le week-end. Vous voyez, Mendy nous dit, je suis certaine que Jean-Luc Mélenchon est bien au-dessus des chiffres donnés. C'est-à-dire qu'effectivement, quand son candidat n'est pas au niveau, Judith peut-être... Jean-Luc Mélenchon aussi, d'ailleurs. Oui. Et Jean-Luc Mélenchon pense encore qu'il a gagné 2017. Voilà. Tout de même, ce chiffre, 65% des électeurs, c'est dans votre rolling, prévoit d'aller voter le 10 avril lors du premier tour. Judith, peut-être un mot sur l'enseignement de ce premier sondage. Pour rester... moi, je trouve qu'il conforte assez l'impression qu'on a d'une dynamique Pécresse qui marque le pas, d'un phénomène de vase communicant, mais ça Frédéric sera plus précis que moi, entre les intentions de vote pour Éric Zemmour et les intentions de vote pour Marine Le Pen.
En gros, quand il baisse, elle monte, Élysée de Versailles. Avec d'ailleurs assez peu de transferts en revanche entre ces deux candidats. Je parle de Le Pen et Zemmour et Pécresse. Oui. Hein, si je me trompe pas, le phénomène de vase communicant c'est Zemmour circonscrit Le Pen, à Zemmour Le Pen. Même si Zemmour prend 15% de l'électorat Fillon, mais c'est plutôt en baisse par rapport à l'automne dernier. Oui, mais ça c'était la base, donc c'était le taux de départ. Non, pour revenir à Jean-Luc Mélenchon et à sa contestation des enquêtes d'opinion, son argument, mais j'aimerais bien qu'on entende la réponse de Frédéric parce que je la connais et je la trouve sensée, ces sondages sont faux car ils ne prennent en compte que les réponses des gens qui sont certains d'aller voter. Ce n'est pas le cas, puisque nous, ces sondages, ce rolling quotidien, pour établir le vote du premier tour, qui est une indication à l'instant T, nous travaillons que sur les personnes qui déclarent une intention de vote. Bien sûr, celles qui sont tout à fait certaines sont peut-être plus regardées, mais chaque vote compte. Alors, c'est vrai qu'il y a Qu'est-ce que ça veut dire plus regarder ? C'est-à-dire qu'on les regarde, on regarde les certains d'aller voter. Mais d'une part, aujourd'hui, à 3 mots du vote, il n'y a pas une différence fondamentale quand on regarde. Ça veut dire qu'ils sont plus pris en compte ? Ils sont plus pris en compte, mais nous prenons en compte tout le monde. Il y a des instituts qui regardent seulement... Non, c'est une analyse où on va comparer les chiffres auprès de l'ensemble de l'échantillon qui exprime un vote et le chiffre auprès de l'ensemble de l'échantillon qui se dit tout à fait certain d'aller voter. Et ça va inciter à prendre sur un candidat, une candidate, le chiffre du tout à fait certain. Mais là où Jean-Luc Mélenchon fait erreur, c'est que les personnes qui ne sont pas certaines d'aller voter, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a plus de jeunes, plus de catégories, sont comptées dans nos enquêtes. Alors Jean-Luc Mélenchon, en 2017, on le voit dans un documentaire sur sa campagne, regardait tous les jours le rolling parce qu'il lui était favorable et le commentait. J'espère qu'il en fera de même en 2022. Oui, une petite question qui fait... C'est bien, on va faire un question-réponse avec Frédéric. Mais ça prouve que nous aussi, on a des questions. Profitons d'éclaircir un peu ce sujet qui est un sujet très polémique chez les Français. Une petite question qui concerne... malgré tout ce que disent les Français, c'est que les sondeurs ou les sondages, enfin c'est la même chose, se sont quand même beaucoup trompés en annonçant des choses qui ne se sont pas produites. Pardon, je ne veux pas vous froisser, Frédéric, je parle de la machine en général. Par exemple, et je prends un exemple très récent, mais il y en a des beaucoup plus anciens, au régional, on annonçait facilement une ou deux régions au Rassemblement national qui en a eu zéro. Les sondeurs avaient totalement sous-estimé l'arrivée de Jean-Marie Le Pen au second tour, enfin ainsi de suite, pour reprendre des tas d'exemples dans l'histoire célèbre il y a eu 2012-2017 où ça a été bien mesuré. Mais bien sûr. Voilà, je prends les exemples récents et moins si je prends l'élection, il y a eu réellement effectivement des erreurs totales d'appréciation de l'opinion publique. Qu'est-ce que c'est que des erreurs sur les sondages ? Puisqu'un sondage n'est pas une prophétie, un pronostic, c'est un rapport de force à l'instant T. Ce n'est pas une prédiction. C'est vrai que le rolling de 2017 et 2012, et vous travailliez à Paris Match, vous connaissiez, on avait donné vraiment les résultats on avait donné les tendances. Le sondage n'est pas là pour donner le chiffre exact, même si on est content parfois de le donner, mais donner une tendance nette. Sur l'élection présidentielle, il y a une légende urbaine. 2002, c'est un échec collectif, puisque le pays, les médias, et donc le sondage qui en était le reflet, ont été polarisés pendant 5 ans sur le combat entre les deux cohabitants, Chirac-Jospin, et on n'a pas regardé les données qui montraient que Jospin baissait. Et l'IFOP... Mais n'est-ce pas là justement la responsabilité des sondages que de regarder ça ? L'important, c'est aussi le commentaire des sondages. J'ai regardé le dernier sondage IFOP de 2002, il mettait Jospin à 16,5. Le Pen à 13. Aujourd'hui, averti de cet épisode, on aurait parlé de marge d'erreur. À cette époque, on faisait qu'un second tour. Chirac-Jospin. Maintenant, on fait plusieurs second tours. Et si vous voulez, je vous parle de manière très cash, s'il y a une faillite ou un très mauvais cru des sondages présidentiels, c'est pas 2002, c'est 95. En 95, il n'y a pas eu un sondage qui a donné Lionel Jospin en tête. Pourquoi ? Et peut-être que là, c'est un avertissement pour nous. Il y avait 2 candidats très proches où les électeurs pouvaient hésiter de l'un à l'autre, Édouard Balladur et Jacques Chirac. Comme peut-être aujourd'hui, il y a 2 candidats très proches
Éric Zemmour, Marine Le Pen. En fin de campagne, Balladur a regagné des points, Chirac a baissé et Jospin est arrivé en tête. Mais je le répète, parler d'erreur des sondages me paraît pas très pertinent dans le sens où on ne sommes pas là pour donner le résultat. On donne une tendance, on donne une indication. C'est de cette tendance dont je parle, de ces tendances qui ont peut-être été sous-évaluées la tendance ou en 2002, la tendance, aveugle. La tendance, vous y allez fort. Ah, vous spécialement, non mais vous me parlez. La tendance en 2002 donnait Jospin à la baisse, mais les lunettes de l'époque étaient, tout le monde était programmé sur ce second tour. Et je rappellerai qu'aux élections régionales, l'IFOP n'a pas donné dans un seul sondage publié une région RN. Je ne parlais pas de l'IFOP. C'est le rapport de l'IFOP qui est le plus ancien institut. Alors oui, vous vouliez réagir, Lucas Véran. Oui, j'avais une question pour Frédéric aussi, mais parce que c'est très intéressant. Est-ce qu'il y a aujourd'hui parce que j'ai l'impression que dans les médias, c'est beaucoup plus rappelé, et je trouve que c'est salutaire et très sain, ce concept de marge d'erreur, c'est-à-dire que quand il y a des candidats qui sont séparés par de faibles écarts, 1 ou 2%, souvent les présentateurs disent ça se situe dans la marge d'erreur, et finalement ça permet d'expliquer parfois des écarts dans la réalité. Est-ce qu'il y a des obligations aujourd'hui pour les instituts de sondage et pour les médias qui communiquent ces sondages, de rappeler cette marge d'erreur, quel est l'état du droit en la matière? Il y a depuis une modification de la loi sur la communication des sondages, on doit faire figurer sur le site de la commission des sondages dans nos rapports la marge d'erreur, mais je rappellerai que l'IFOP depuis 11 ans, depuis ce fameux sondage qui donnait Marine Le Pen en tête à 2 ans de l'élection présidentielle, fait figurer dans tous ces rapports la marge d'erreur. Et j'en profite pour parler à vos nombreux auditeurs, Valérie. Quand vous écoutez parler d'un sondage, n'allez pas seulement l'écouter, allez sur le site des instituts de sondage, sur le site de Sud Radio, de Paris Match ou de LCI, vous trouverez, ou du Figaro, vous trouvez toute la méthodologie, quand a été fait l'enquête, les questions qui ont été posées, par exemple pour le rolling. À qui, comment, on a fait 2 hypothèses, qu'on a plutôt mis en avant la première, mais la deuxième fait figurer Christiane Taubira, puisqu'elle sera peut-être candidate dans quelques semaines, elle obtiendrait 3,5%. Ouais. Allez, on va marquer une petite pause. On se retrouve dans un tout petit instant avec vous sur Sud Radio. Avec vous sur Sud Radio, dites donc, on n'a pas parlé du Covid encore aujourd'hui. Moi, je voulais qu'on revienne sur le nouveau protocole. Oui, incroyable, hein, Lucas. Nouveau protocole dans les écoles. Alors, ce matin, Jean-Michel Blanquer était interviewé chez nos confrères de BFM TV, où visiblement, il ramait un peu, selon un de nos auditeurs qui est branché sur les deux. Il expliquait qu'on est dans une crise grave, 10 000 classes fermées. La crise crée des difficultés, évidemment. Bah oui, Et à propos des capteurs de CO2, il dit on a du retard, mais nous sommes montés en puissance. Et il dit que le nouveau protocole visant à simplifier la vie des familles, le nouveau protocole est fait pour simplifier la vie des familles. Je vous propose de réécouter ce que disait hier le Premier ministre chez Anne-Sophie Lapix à propos des tests PCR. Vous allez me dire si vous avez compris quelque chose. Des tests PCR et des tests antigéniques qui ne seraient pas aussi traumatisants. Écoutez. La possibilité que nous avons donc décidé, que je vous annonce, en réalité de pouvoir recourir à 3 autotests. Plutôt qu'un PCR et 2 autotests, que des autotests. Exactement. Et ça va avoir un effet notamment sur les queues, et même pour les enfants. J'ajoute que le PCR, vous savez, c'est un test nasopharyngé. L'autotest, c'est pas génial non plus. C'est quand même, madame, je l'ai regardé, je l'ai testé, c'est quand même moins invasif, surtout pour des gamins. Non, mais on entendait des parents réclamer des tests salivaires, qui seraient beaucoup moins invasifs, là, pour le coup. Oui, mais ça, c'est à titre préventif. La réponse est à titre préventif et totalement surréaliste. Et un coton-tige dans le nez, ça reste un coton-tige dans le nez. Et puis franchement, je vois pas la différence d'utilisation entre un test antigénique que l'on fait en pharmacie et un test PCR que l'on fait en laboratoire. Il me semble que le procédé est exactement le même. Et les autotests, quand on lit très sérieusement le mode d'emploi, que souvent d'ailleurs les gens ne lisent pas, il faut enfoncer la petite tige assez profondément chez les enfants et il faut la laisser assez longtemps. Donc je vois pas trop ce distinguo. Mais il y a quelques jours déjà, Jean-Michel Blanquer, quand il a lu, je crois, le premier protocole, a donné lui-même l'impression de ne pas très bien comprendre ce qu'il lisait, alors qu'en général, il est assez ferme sur les principes. Là, j'ai l'impression qu'il se fait totalement non, mais ils se sont rendus compte que c'était un bordel, il n'y a pas d'autre nom. Il s'est fait déborder par son administration qui, je sais pas, un jour dans un bureau, s'est réuni à quelques-uns, ils ont dit tiens, on va faire un petit
protocole bien compliqué, ça va être super. Mais en fait, non, c'est pas du tout super. Et je pense que là, Jean-Michel Blanquer, il n'a pas regardé de près que l'application de ce premier, de ce deuxième, parce que je crois que c'est le troisième en une semaine, sont simplement très compliqués pour les parents. D'ailleurs, les classes ne cessent de fermer. Et dernière 10 000 classes, c'est quand même pas mal. Je suis très étonnée qu'on fasse référence à ce point-là aux autotests, dont on a passé son temps à dire pendant des mois qu'ils n'étaient pas fiables, qu'ils faisaient des faux négatifs. Et ça que dépend. Le seul moment où ils sont fiables, c'est quand ils font des positifs, parce que ça veut dire que quand on est tout en bas de la narine et qu'on a réellement... Si, non, mais je dis rien de grave. Quand on est tout en bas de la narine avec le petit truc à enfoncer, et qu'il y a des microbes tout en bas de la narine, c'est réellement qu'on est positif. Mais je comprends pas, tout d'un coup, cette référence absolue aux autotests. Oui, dont les médecins disent eux-mêmes qu'effectivement, ils ne sont pas non. Rappelez-vous, en avril, Salomon, directeur général de la santé, a annoncé en conférence de presse que la grande distribution pourrait vendre les autotests qui étaient d'une fiabilité tout à fait comparable aux tests antigéniques. Quand ils sont bien utilisés. Oui, quand ils sont bien utilisés. Avant que le lobby des pharmaciens, que le lobby des biologistes médicaux se manifeste et que Olivier Véran nous fasse un numéro à la Cipette NDI en disant non, finalement c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on croit. Nanana. Bon, ils sont revenus dessus maintenant, on peut en acheter. Maintenant ils sont en vente. Temporairement. Jusqu'à la fin du mois de janvier. Temporairement, mais ils y réfléchissent. Non, en fait, il me semble que tout a été dit ou à peu près sur l'annonce du premier protocole dans le Parisien. Le Parisien l'a mis en accès libre tellement c'était aberrant que les principaux intéressés ne puissent pas avoir droit à une information gratuite que diffusait. Bon, on va pas revenir là-dessus. Il me semble que la question importante maintenant, c'est est-ce qu'on laisse filer en comptant, comme commence à le faire Israël, en comptant sur le variant Omicron pour procurer une immunité collective qu'on n'arrive pas à procurer avec les vaccins, tout en vaccinant les fragiles, il y a les deux aspects. On laisse filer, mais en revanche, on vaccine les vulnérables à marche forcée, voire par obligation, si nécessaire. Ou est-ce qu'on continue à s'embourber et à essayer de vider l'océan avec la petite cuillère? Embourber, c'est le mot. Mais juste une précision, les autotests sont exactement les mêmes que les tests antigéniques que vous faites en pharmacie. C'est exactement le même procédé, les mêmes composants. Quand on dit qu'ils sont moins fiables, c'est parce qu'ils ne sont pas bien utilisés, qu'on ne va pas suffisamment... Et parce qu'ils ne sont pas vendus par les pharmaciens qui veulent garder le monopole. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'ils sont de la même fiabilité. Ils sont de la même fiabilité. On en trouve aujourd'hui dans toutes les grandes surfaces. On en trouve en général moins cher. Beaucoup moins cher. Plusieurs grandes marques, je ne vais pas les citer, les vendent à prix coûtant, ce qui fait 3 fois ou 4 fois moins cher que dans la plupart des pharmacies. La plupart, il y a aussi des pharmacies notamment, je crois. J'ai dit que j'allais pas les citer. Je le fais. Non, mais tous. Aujourd'hui, Virginie, c'est pas les vrais. Monoprix les vend. Ah oui, vous avez dit à prix coûtant, effectivement. Oui. Lucas Véran. Oui, alors sur le sujet de l'école et puis de la multiplication des protocoles à l'œuvre, vous avez dit 50 depuis le début de la crise sanitaire, 3 depuis une semaine. On a quand même l'impression que les choses auraient pu être simplifiées en prenant une mesure qui, aurait créé une fermeture temporaire des écoles, mais qui était de retarder la rentrée scolaire. Oui, mais ça, économiquement, c'était impossible. Dans un pays vacciné très majoritairement, c'est difficile pour les parents. Alors allez-y, on vous a coupé la parole. C'est difficile, mais les parents, vu qu'eux-mêmes sont mis au banc de faire du télétravail à raison de 3 jours par semaine, voire 4 dans certaines entreprises, ils n'auraient pas été forcément le poids organisationnel que ça représentait. Objectivement, moi à Neuilly, je vois dans les écoles élémentaires les appels à la grève en train de se multiplier, parfois même devenir majoritaires. C'est vraiment, en fait, on remplace une fermeture par un bordel qui est en train de s'organiser avec non seulement les fermetures des classes, les grèves des enseignants, et tout ça donne l'impression que la mesure qui certes était radicale de fermeture aurait pu simplifier la vie de tout le monde et permettre d'anticiper et d'organiser. Il paraît qu'elle aurait été totalement inefficace. Retarder la rentrée scolaire d'une semaine, il paraît que ça n'aurait strictement rien changé sur la circulation du virus. Sur la circulation du virus, mais sur l'organisation, vous admettrez que d'avoir 3 protocoles sanitaires en l'espace d'une semaine, plus une multiplication des appels à la grève, plus les fermetures de cas, tout ça donne l'impression que ça n'a pas du tout été mesuré.
Je disais une semaine pour répondre à Judith, c'était le retour des vacances scolaires et le retour du réveillon et des repas en famille. C'est là où les enfants étaient contaminés. Ça permettait de faire le tri, entre guillemets, je fais attention quand j'emploie ce mot, avec des enfants qui auraient été malades la semaine dernière. Sauf que dans l'enseignement des fêtes de la fin 2020, c'était que précisément il n'y avait pas eu de pic de contamination. Donc ça se fondait sur une spéculation qui n'avait pas été validée par l'expérience précédente. Par contre, en revanche, je suis d'accord avec Judith quand elle précise que finalement, et même là, l'OMS, pas plus tard que tout à l'heure, a signifié que plus de 50% des Européens seront touchés par Omicron d'ici à 2 mois si ce rythme de contamination se poursuit. C'est-à-dire qu'Omicron, à mesure que c'était une menace perçue comme telle en décembre, pourrait s'avérer finalement un accélérateur en parallèle du vaccin sur l'atteinte de l'immunité collective. Donc finalement, pour beaucoup de gens, et moi je le vois, objectivement, les cas tombent, mais les cas graves sont rarissimes. Moi, pour ma classe d'âge, objectivement, on est tous là sur le début. J'ai plein d'amis qui ont Omicron, mais c'est de la gnognotte. Enfin, il y a quasiment pas de cas, etc. Donc, il faut être très vigilant sur les personnes qui sont pas encore vaccinées et qui ont un certain âge, qui ont des comorbidités où il faut aller toujours plus sur la vaccination. Mais en revanche, franchement, sur les populations de jeunes, sur les populations actives qui ont leur schéma vaccinal complet avec les 3 doses, qu'il y ait une circulation du virus, à mon sens, ne crée pas une difficulté majeure. C'est comme, j'aimerais que le discours médiatique soit un peu moins focus sur le nombre de cas quotidiens, mais sur les suivis des indicateurs de délits de réanimation, parce que ça n'a pas de sens d'effrayer les gens en disant qu'il y a 300 000 cas quotidiens, alors que la létalité n'est plus du tout la même, alors qu'on a une vaccination, alors qu'on n'en avait pas en mars 2020, et on crée quand même une machine à faire peur continuellement, qui d'ailleurs est un peu au bénéfice du président de la République, et qui tue d'autres débats, objectivement. Je m'interroge sur quand vous dites Omicron, franchement, il y a tellement peu de séquençage en France que savoir si on est frappé d'un Covid Omicron ou d'un Covid Delta me semble aujourd'hui très aléatoire, parce que les séquençages se font rarement et donc je ne sais pas très bien quel est le variant qui est majoritaire aujourd'hui en France. Mais dans les hôpitaux, c'est le variant Delta qui amène les gens en réanimation et en soins critiques pour l'instant. Frédéric, sur peut-être plus la stratégie politique. Je répète ce que j'ai entendu ce matin d'un directeur d'école, 50 protocoles différents depuis le début du Covid. Oui, c'est très intéressant de voir comment le regard des parents sur Jean-Michel Blanquer a quand même changé. Comment sa crédibilité s'est effondrée. Ça a commencé. Un petit sondage. Il y a le baromètre match tous les mois. Puisque ça fait partie des sujets dont on parlait. Ça a vraiment. Oui, bien sûr. Ça a commencé avant même le Covid, au moment où un collégien a mis en joue une enseignante et qui n'a à peine été sanctionnée. Il devait y avoir des assises de la sécurité qui n'ont pas eu lieu. En tout cas, moi, ce que je vois, c'est intéressant et c'est une sorte de précipité ou résumé de la campagne présidentielle à venir. Si le Covid fige les choses, si le Covid monopolise les discours dans le baromètre match qui va être diffusé dans quelques instants, les 6 premiers sujets de conversation, c'est des sujets Covid. La phrase d'Emmanuel Macron, la mort des Bogdanov, l'épidémie, le pass vaccinal, etc. Il y a un risque majeur sur la participation des Français, comme on l'a vu aux élections municipales, puisque beaucoup, à tort ou raison, auront le sentiment... régional, départemental. Les trois tout à fait. Mais ça, c'était plutôt de la crainte. Et régional, c'était plutôt le Covid a fait qu'il n'y a pas eu de débat. L'abstention qui a été très forte à ces 3 élections. Tout à fait. Elle a été majoritaire. Ça peut avoir un effet catastrophique sur la participation. Et l'idée chez beaucoup de Français que l'élection a été tronquée et que les vrais débats n'ont pas eu lieu. Médecin me dit autotest c'est du baratin, certificat sur l'honneur c'est du baratin, voilà. Et Pfizer annonce, me dit Olivier, un vaccin spécial pour Omicron en mars, donc 4e dose en vue pour un virus insignifiant, je ne sais pas, attendons de voir. Merci à tous les 4 en tout cas pour ce débat intéressant. Et puis Frédéric, on fera une émission spéciale avec grand plaisir, pédagogie sur c'était intéressant. C'était très intéressant. On l'avait fait avant les européennes, je crois. On va le faire et à votre disposition. Je propose qu'on refasse une émission sondage. Avec plaisir. Merci à vous et bonne journée sur Sud Radio. Puis rendez-vous à 17h donc pour le deuxième rolling. Voilà. Merci.